Amis téléspectateurs, bonjour. Vous êtes sur la télévision Sahara TV, vous êtes sur l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique, aujourd'hui, nous allons aborder le sujet ô combien intéressant, important, historiquement important pour l'Afrique. L'Afrique a espéré par rapport à ces derniers sommets, pas les derniers sommets, il y a 24 ans, le sommet de La Baule. 24 ans après le sommet de La Baule, sur la démocratie, la France joue-t-elle un franc jeu avec les Africains? Mon cher monsieur Anissé Mobé, que je vais présenter tout de suite. Monsieur Mobé, bonjour. Alors, Anissé Mobé, bien entendu, c'est un chercheur en sciences sociales, un anthropologue social. Il va nous répondre par rapport à ça. Et à ma gauche, nous avons monsieur Diouf Atta Suleiman, scientifique, un physicien. Vous avez fait Sciences Po à Paris. Vous êtes docteur en économie. Mathématicien aussi, docteur en mathématiques, vous avez un background extraordinaire, un cursus extraordinaire. Voilà, messieurs, je reviens vers vous, monsieur Anissé Mobé, l'heure de bilan, 24 ans après, ça nous donne quoi? Oui, mais de quel bilan s'agit-il? Et quel bilan par rapport à qui et par rapport à quoi? Est-ce le bilan dressé par des Africains? Si oui, de quels Africains s'agit-il? De peuples africains qui subissent le pouvoir de dirigeants ou des Africains, les élites universitaires, politiques, qui très souvent ont trouvé leur compte dans ces discours de La Baule. Deuxièmement, je pense que les Africains et les Français, et notamment le pouvoir socialiste de l'époque, nous n'avions pas et nous n'avons pas toujours la même grille de lecture de cet événement, de ces discours. Pour la France, c'était à la fois se repositionner face à la nouvelle donne de la post-guerre froide, en Afrique, comment se positionner à nouveau, maintenant que l'ennemi héréditaire, l'Union soviétique, souvent c'était des fantasmes d'ailleurs, a disparu. Maintenant, c'est repositionner par rapport à des rivaux occidentaux. Mais pour nous, les Africains, nous n'avions pas cette même grille de lecture. Et donc, oui, je pense que la télé a tout à fait raison aujourd'hui de nous convier à amorcer ces débats qui, à mon avis, doit être propagé, en tout cas doit être l'affaire de tous les Africains. Monsieur Diouf, vous qui êtes sénégalais, vous venez du Sénégal, où la France avait mis l'accent sur le Sénégal. Le jour de ce sommet, il y avait le Sénégal qui était mis en avant, monsieur le président Diouf, qui porte votre nom d'ailleurs, était quelqu'un de très important. La France donnait beaucoup plus d'importance au Sénégal. Et la France, le président Mitterrand disait à l'époque, nous allons accorder une prime aux pays qui vont engager en fait les réformes démocratiques et la France sera tiède avec les autres. Alors, pour vous? Je ne suis pas, je viens d'apprendre cela ici, mais le Sénégal avait déjà commencé la démocratie, du temps même de Senghor, parce qu'il était assez lucide que si un seul pouvoir s'exprime, officiellement, il y a une autre contestation qui est sourde et c'est dangereux de laisser la contestation sourde. Il avait amorcé donc la création des partis politiques. Il avait dit, vous pouvez me critiquer, créer vos partis, etc. Mais par-delà le Sénégal, j'observe quand même, depuis ce discours de La Baule, qui est dû à probablement une entente internationale entre les grands de l'Occident, qu'il fallait le faire. On observe que la durée des mandats présidentiels officiels a diminué. On observe aussi qu'il y a beaucoup de partis d'opposition et qu'on peut dire, en gros, désormais, le pouvoir s'exprime, mais l'opposition aussi s'exprime. Bien sûr, l'opposition continue toujours d'être maltraitée. Il y a aussi la durée des mandats présidentiels qui ne plaît pas toujours aux tenants du pouvoir et qui, certains n'en tiennent pas compte parce qu'ils ont toujours été présidents bien avant La Baule. Ils veulent continuer. Et les élections qui ont lieu sont parfois truquées. Donc il y a des contestations. Le scientifique observe les faits. Après, on donne son jugement.
Mais alors, vous ça, avez complètement utilisé mes questions, mais c'est une très très bonne chose. Je vois que vous aviez révisé votre sujet aujourd'hui. Alors, monsieur Nissé, on voit, quand monsieur Diouf parle des élections truquées, on parlait également de l'avènement d'une grande démocratie. Et là, on se retrouve avec les dictatures complètement enracinées et les gens s'éternisent au pouvoir avec le bourrage des urnes, le trucage des élections, etc. Donc c'est l'histoire du serpent qui se mord la queue. Oui, M. Diouf a mis l'accent sur le fait que le Sénégal avait déjà connu un régime démocratique bien avant le discours de la Baule. Il n'y a pas que le Sénégal. Un pays comme la République démocratique du Congo, en 1965, je dis bien 65, c'est-à-dire des décennies avant le discours de la Baule, la République démocratique du Congo a pu organiser des élections législatives libres, démocratiques, sans que l'Union européenne nous donne un seul sou. En 1965, eh bien, c'est à la suite du coup d'État de Mobutu en novembre que ce processus démocratique qui allait conduire en 1966 à l'élection présidentielle au suffrage universel indirect a été interrompu. Et deuxièmement aussi, il y avait déjà eu avant la Baule des conférences nationales souveraines, c'est-à-dire la reprise de l'initiative historique par les peuples africains sans qu'il y ait aide ni des États-Unis, ni de la France, ni de la Grande-Bretagne. Deuxième observation, je pense qu'il faut mettre aussi l'accent sur les parcours, les itinéraires politiques de celui qui a prononcé les discours de la Baule, c'est-à-dire Mitterrand. Les Africains ont oublié, parce que nous avons toujours la mémoire un peu trop courte, que sous la 4e République, Mitterrand a été ministre français de l'Outre-mer. Il n'a jamais été un chaud partisan de l'indépendance des pays africains. Il faut toujours le rappeler. Et deuxièmement, très vite, les discours de la Baule s'est embourbé parce que M. Jean-Pierre Cot, qui était ministre de la Coopération et qui portait ces projets vraiment de rénover, de renouveler la politique africaine de la France, a été contraint à la démission sous pression des chefs d'État africains, notamment Bernard Bongo du Gabon. Et enfin... Qui est Omar Bongo, bien entendu. Oui, bien sûr. Et enfin, troisième élément, donc si on en est arrivé à la situation d'aujourd'hui, mais c'est parce que, au-delà de l'alternance en France, alternance politique, il n'y a jamais eu d'alternative à la politique de ce qu'on appelle aujourd'hui la France-Afrique. Aussi bien la gauche que la droite se trouvent unis, d'accord par rapport à l'Afrique, où, pour la France, c'est d'abord un espace où la puissance géopolitique de la France peut s'exprimer. Deuxièmement, la France s'est réservée des zones d'influence. C'est comme ça d'ailleurs que la France va, à partir de 75-78, entrer en rivalité très très forte avec la Belgique par rapport à l'ex-Isaïe, c'est-à-dire la République démocratique du Congo. Donc zone d'influence. Et aussi parce que c'est un accès facile aux ressources économiques et ressources naturelles, notamment les ressources économiques considérées comme géoéconomiques. Donc, compte tenu de tous ces éléments-là, je pense qu'il est vain aujourd'hui de pleurnicher sur le bilan de la Baule, parce que je rappelle qu'avant la Baule, il y a eu les discours de Cancun en Amérique latine. Et donc là, sur ce plan, le François Mitterrand et d'autres chefs d'État français se retrouvent donc, avec d'autres chefs d'État africains parce qu'ils disposent d'une armada de brillants universitaires qui leur rédigent des discours pompeux, des discours flamboyants pour endormir les gens, maintenir la mystification. Alors, au regard du dernier sommet de la francophonie qui a eu lieu à Dakar, que j'ai participé d'ailleurs, le président François Hollande a été virulent à l'égard des présidents africains. Et on se dit 22 ans, allez, là on peut dire 22 ans, 24 ans après, on voit c'est toujours le même discours qui revient. Donc cela veut dire quoi? On soutient avec la main, le gant le main de fer avec le gant en velours, ou il y a des compromissions avec des multinationales? Est-ce qu'on essaye de suivre le langage des multinationales, ou bien sûr on veut conserver la vraie France-Afrique? C'est-à-dire, il l'a développé un peu, mais... Michel Nissemobé? Oui, mais il n'a pas utilisé le terme. Nous, on dit la France a des contraintes. Elle veut appliquer, supposons,
on peut dire, supposons qu'elle veuille appliquer loyalement, transparente, le discours de la boule. Mais il y a des résistances. Il y a des résistances locales, de gens qui ne veulent pas partir et qui sont soutenus. Parce qu'en sciences politiques, on sait qu'il y a une certaine légitimité. C'est le peuple qui est souverain. Mais selon la mentalité qui la domine, elle peut se laisser faire. Quand elle ne se laisse pas faire, eh bien, elle reprend sa souveraineté sans passer par les urnes. On dit c'est la révolte. C'est ce qui s'est passé récemment au Burkina Faso. J'allais aborder le cas de Burkina Faso, voilà, où Blaise Compaoré a été extirpé complètement de la capitale par l'armée française. Mais on en parle, donc, on va en parler aussi d'ailleurs, je passerai la parole. Donc il y a des résistances locales de potentats qui ne veulent pas partir, et ces potentats s'appuient sur une certaine mentalité qui peut les laisser encore durer au pouvoir. Ils utilisent leurs moyens de corruption et tout ça, mais tous les États l'utilisent. Mais probablement, il y a une mentalité qui est présente. Parce qu'en sciences politiques, ce qui compte, ce n'est pas les individus, c'est l'influence de l'individu sur la population. Bonjour chers amis téléspectateurs, ne ratez surtout pas notre émission Controverse. Un débat, deux invités, une question internationale. On compte sur vous. Pour mieux comprendre la situation ou les situations qui prévalent en Afrique, je vais interroger pour vous les grands experts de l'Afrique. Rendez-vous le dernier sommet de la francophonie à Dakar, où le président Hollande a été virulent à l'égard des dictateurs qui veulent se maintenir en pouvoir. 24 ans après, c'est toujours la même chose, bis repetita. Oui, alors, mentalité. Mais de quelle mentalité s'agit-il? Senghor était africain. C'est même un des Africains le plus africain, puisqu'il a porté à nu, non vraiment, les valeurs les plus profondes du terroir africain. Mandela était aussi africain, mais le moment venu, ils ont... Donc, je pense que quand on parle des contraintes, il faudra alors peut-être expliciter de quelles contraintes s'agit-il. Moi, je pense que la France, compte tenu de ce qu'a été la décolonisation française, où la France a fait semblant de partir pour mieux rester, ça c'est s'il faut parler des contraintes, je dirais plutôt les logiques qui fondent la politique africaine de la France. Pour ne donner que deux exemples, même de trois pays, les Togo. Nous avons été stupéfaits en 1991 que l'armée attaque la résidence des premiers ministres élus par la conférence nationale. Pendant ce temps, le président de la République française était en relation téléphonique avec Eyadema, mais n'a rien dit sur l'attaque contre la résidence du Premier ministre qui a été enlevé, amené comme un vulgaire bandit chez le président Eyadema. À partir de là, tous les processus démocratiques ont été cassés. Et pourquoi? Mais d'abord, il faut rappeler que sur le plan géopolitique, au nord du Togo, il y a un aéroport militaire. Et pour la France, c'est un atout quand on sait qu'il a des bases militaires dans d'autres pays. Et puis, la France a toujours vu d'un mauvais œil la proximité entre le Togo et le Ghana, qui était le pôle
de l'africanisme, le pôle du tiers-mondisme, le pôle de l'émancipation africaine. Avec Nkrumah, rappelons-nous que dès 1963, après la création de l'OIA, la France s'est arrangée pour fabriquer l'OCAM, l'Organisation commune africaine de Malgache, pour contrer l'OIA. Deuxième exemple d'un pays, le Gabon. Les gens oublient qu'en 1964, un coup d'État a renversé le président Léon Mba sans effusion de sang. 3 jours après, l'armée française intervient pour remettre Léon Mba au pouvoir. Évidemment, il y a le pétrole. D'autant que les landerneaux africains avaient tremblé lorsqu'en 1963, Felbir Youlou, Congo-Brazzaville, a été renversé sans que l'armée française n'intervienne. Donc voilà, on pourra peut-être parler aussi de la RDC où la France a littéralement remplacé et la Belgique et les États-Unis en matière de coopération militaire. C'est comme ça que l'ex-Zaïre a été intégré dans les précarés, tout comme d'ailleurs le Rwanda. Et aujourd'hui, puisque vous parlez des bilans d'aujourd'hui, si la France a beaucoup de mal à se repositionner en Afrique subsaharienne, c'est entre autres à cause des doubles échecs qu'elle a subis sur le plan diplomatique et sur le plan militaire, et au Rwanda et en RDC. Et au Sénégal aussi également, parce que le président Ouad a demandé à la France d'évacuer ses militaires du Sénégal. Or, Macky Sall revient au pouvoir, qu'on dit c'est le potentat qui revient au pouvoir, veut servir la France, et Macky Sall redemande que ces militaires-là reviennent vers le Sénégal. Quelle est la lumière portée-vous par rapport à cela? La lumière que j'apporte sur ça, c'est d'une part, sur le plan local, Sénégal, parlant du Sénégal, si Macky Sall demande le redéploiement de l'armée française au Sénégal, il veut satisfaire sans aucun doute les intérêts de la France. Mais le Sénégal connaît une résistance plus forte. C'est le pays des inventions. Et Macky Sall a intérêt à écouter sa population. Sinon, se prépare sur le plan politique des candidatures qui eux disent « nous voulons qu'on utilise nos cerveaux et qu'on avance ». Pour l'instant, il n'en a pas conscience. Et ses conseillers n'ont pas beaucoup changé parce que je pense que sur le plan scientifique, ces conseillers scientifiques, il y a en Italie le salon international qui est un salon international plus scientifique et technique. Ces conseillers scientifiques devraient lui dire, mais au lieu d'envoyer des tam-tams et des gens qui font le tam-tam et le sabbat, il faut montrer ce que nos scientifiques ont été capables de faire. Ça, c'est notre discours d'ailleurs. Bon, ça, c'est notre débat. Laissons tomber ça. Mais c'est que la France, j'avais cité les contraintes locales. La deuxième contrainte, c'est les contraintes de la France, même franco-française. Tu as cité une grande partie. C'est que les multinationales veulent regarder leurs précarés. Et souvent, les hommes politiques qui viennent n'osent pas toucher trop ce précaré. Or, elle sera bousculée. Alors, lorsqu'on regarde, parce qu'on va parler du dossier noir, regardez, là je le mets face à la caméra, le dossier noir de la politique africaine de la France, et où vous avez participé à élaborer, à écrire même, vous avez écrit le paragraphe au niveau mercenaire et conseiller, hein, une vieille histoire, et vous êtes membre aussi Agir ici et Survie. Dites-moi, une réquisition terrible à l'égard de la France. Réquisition, non. Tout simplement interpellation. C'était un collectif d'ONG, c'est-à-dire la société civile française, face aux lobbies, face aux grands industriels du pétrole, de l'uranium, du cobalt, du cuivre. C'était la voix des citoyens français, c'est-à-dire finalement aussi les contribuables, parce que la politique de la coopération française avec l'Afrique, aussi bien sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral dans le cadre de l'Union européenne. Ça a toujours été entouré d'une opacité invraisemblable. À quoi a servi cette politique de coopération pendant bientôt 50 ans où l'Afrique se retrouve toujours en régression? On ne peut pas ne pas se poser la question. Voilà pourquoi les ONG ont interpellé les candidats à l'élection présidentielle, d'autant que leurs enquêtes, leurs recherches ont mis à jour aussi les financements des campagnes électorales en France par certains États, ou plutôt par certains chefs d'État africains. C'est quand même paradoxal. Donc, d'un côté, nous commandons de l'aide au développement à la France, et au même moment, nos chefs d'État, par des réseaux mafieux, financent les campagnes électorales en France ici,
toutes tendances d'ailleurs confondues. Donc voilà. On a eu le cas de Sarkozy avec l'histoire de Kadhafi, où Kadhafi a eu le malheur de dire la vérité par rapport au financement de sa campagne. Il s'est retrouvé aujourd'hui froidement exécuté par les services de renseignement, pour dire ainsi. Alors comment vous pouvez imaginer en fait un autre président puisse fomenter un coup, un assassinat d'un président d'un pays africain? Je pense qu'il y a lieu d'une mobilisation intense, mobilisation citoyenne, aussi bien ici en France, en Afrique et dans d'autres pays européens qui ont des relations assez suivies avec les États africains. Je pense ici à la Grande-Bretagne, à la Belgique, parce que ce sont des anciennes puissances coloniales. Donc il y a encore de l'influence dans un sens comme dans l'autre. Et puisqu'on a parlé de la francophonie, il faut aussi impliquer le Canada. De telle sorte que je pense que le poids des opinions publiques africaines, françaises, européennes, et aussi le poids des opinions politiques qui sont sensibles, qu'il faut travailler, peuvent à la longue être un facteur, un levier pour changer les choses, même transformer la politique africaine de la France. Alors, je souhaiterais passer la parole, avant de passer la parole à notre ami Diouf Atta Suleiman, chercheur aussi, également scientifique. Alors, je m'attarde sur le dernier ouvrage, sur la coopération française en question. Alors, quand on regarde la coopération française, on regarde les derniers rapports, les rapports Védrine, le rapport Bockel et les rapports Attali qui viennent sortir. Francophonie, francophilie. Donc, par définition, par essence même, il y a l'économie. Alors, quand on parle d'économie, on dit dans ces rapports que l'Afrique est l'avenir de la France. Or, on voit la déliquescence de l'Afrique. On s'est dit, avec son taux de croissance de 7,7%, on s'est dit, donc, il y a encore des prédateurs derrière dans ces pays. Enfin, ces continents. Oui. Moi, je considère comme un pays d'ailleurs. Bon, deux éléments. Le premier a déjà été soulevé, c'est la distorsion entre les discours, les rapports et les réalités. Ça, c'est un. Surtout quand ça vient des grands universitaires ou de gens qui ont été au pouvoir et qui donc sont pas souvent très impliqués dans des réseaux opaques. Alors, on peut parler, je reprends la balle au bon, bien entendu, on peut parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le club de Bretton Woods. On peut voir le Fonds monétaire international, on voit aussi la Banque mondiale, on voit l'ajustement structurel qui a été mené durement par le Fonds monétaire international, ça a complètement mis l'Afrique à genoux, avec la complicité des États, bien entendu, occidentaux. Sans aucun doute. C'est parce que je ferai une simple comparaison, c'est que pour qu'un pays se développe, c'est comme un jour quand on a libéré les esclaves aux États-Unis et que l'oncle Tom a dit, il faut qu'ils soient instruits. Tant qu'ils ne savent pas lire ni écrire, ils ne sont pas libres. Un pays, c'est pareil. Tant qu'il n'a pas une monnaie, tant qu'il n'y a pas de recherche scientifique et technique exprimée et réalisée et qui fabrique, le pays ne se développera pas. N'oublions jamais que depuis l'invention de la poudre à canon, et quand on regarde les batailles que l'Occident a menées partout en Afrique, sa seule source de puissance, c'était le canon. C'est donc la réalité scientifique qui a permis et armé ces gens-là. Et n'oublions jamais, il n'y aura jamais de développement sans ça. Tous les discours, c'est bien, et c'est pour ça que je dis, à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de diplômés en Afrique. Il y a de plus en plus d'inventions. Il faut les appliquer. Si les États actuels ne veulent pas l'appliquer, on les chassera et on remplacera par d'autres qui ont la volonté de mourir s'il le faut, mais ils vont le faire appliquer. Ils vont le faire appliquer. Alors, le Fonds monétaire international, l'ajustement structurel, pour vous, c'est un crime contre une société, contre l'humanité? Mais bien sûr, bien sûr. Donc, et là, je rebondis sur la question du rôle des élites universitaires. Parce que les politiques des ajustements structurels, les logiques financières de financiarisation de l'économie de la Banque mondiale du FMI, chez nous, mais qui sont les défenseurs de ces logiques-là, de cette politique? Ce sont aussi des élites universitaires africaines bien introduites, bien impliquées, dont d'ailleurs, il fut un moment après les conférences nationales souveraines
qui ont totalement échappé à la France, dans tous les pays. Voilà, dans tous les pays. 91, 92. Dans tous les pays, lorsque les conférences nationales ont abouti, la France, la Belgique, les États-Unis ont senti que l'évolution des pays africains leur échappait. Ils nous ont imposé comme Premier ministre des gens qui ont travaillé d'abord au FMI, à la Banque mondiale. C'était pas un... Alors, je récupère, en fait, c'est l'argumentation, ce que vous venez là de poser, c'est d'une grande pertinence. Alors, on voit M. Zinsou aujourd'hui à la tête, à la primature au Bénin. Nous pourrions dire que la France est derrière le... C'est sûr. La question ne se pose même pas. Mais il appartient et il n'appartiendra qu'aux Béninois de pouvoir se prononcer en conséquence le moment venu. Le moment venu. Alors, quand on regarde, vous avez balancé quelque chose, d'ailleurs, c'est l'intitulé de notre prochaine émission, le franc CFA. Est-ce qu'avec le franc CFA fabriqué à Clermont-Ferrand, parce qu'il y a plus de 10 000 emplois, si on regarde bien 10 000 emplois à Clermont-Ferrand, est référencé par la Banque de France. Alors que la France elle-même n'a plus de monnaie nationale. Voilà, très bien. Mais on garde le franc CFA. Alors comment peut-on expliquer cela? Mais tout simplement, la restauration néocoloniale continue ses œuvres et c'est parce que la France tire profit de cela, notamment aussi bien sur le plan commercial que sur le plan de contrôler et même de régenter l'émergence des classes dirigeantes. On vous tient, rappelons-nous, lorsque la Guinée a dit non au référendum de 58. Guinée-Conakry, je dis bien la République de la Guinée. Un des moyens pour s'aborder cette indépendance a été la France a fabriqué de la fausse monnaie pour déstabiliser l'économie guinéenne. Et donc, le contrôle de la monnaie d'abord, c'est un des traits de souveraineté. Et donc, le contrôle de la monnaie, de la banque d'émission, est un atout considérable. C'est un outil sur lequel un pays étranger, en l'occurrence ici la France, peut jouer dans l'intérêt de son économie à elle et non pas dans l'intérêt des populations africaines. Alors, en Afrique, on ne retrouve plus de Sékou Touré, on ne retrouve plus de Mosé et Kabila, on ne retrouve plus de gens d'une qualité extraordinaire pour défendre l'intérêt de l'Afrique. Où est-ce que l'Afrique va vers la dérive avec son économie, avec aussi sa population, ou ses populations à l'an 2050, 2 milliards d'habitants. Voyez-vous, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces Africains? Non, ça c'est... Moi, je suis d'habitude optimiste, je le dis toujours. Tous les gens qui ont combattu le franc CFA sont morts. Désormais, ceux qui vont émerger diront « nous acceptons de mourir, mais nous voulons libérer le pays totalement de l'emprise coloniale. » Non pas parce que nous sommes contre les intérêts de la France, tout ça. On veut construire notre pays. Il y a trop de misère, il y a trop de chômage. Si des hommes ont construit leur pays en Occident et les ont retirés de la misère et du chômage, pourquoi l'homme noir ne peut pas le faire? C'est notre seul souci. Si après on dit oui, mais les intérêts, ceci, cela, tous les pays censés ont décolonisé. Il y a maintenant la France qui ne veut pas décoloniser. Décoloniser ne veut pas dire tout de suite que c'est le bonheur, parce que nous avons des pays décolonisés, et c'est ma préoccupation, souvent j'en discute avec les intellectuels anglophones. Je dis, quel est le taux d'intérêt de votre monnaie nationale? Si le taux d'intérêt à long terme est de 15%, 20%, c'est comme la monnaie coloniale. Jamais d'industriels ne vont naître, jamais de grands producteurs ne vont naître dans ce pays. Pourquoi? Parce que si vous empruntez à un taux de 10%, le taux d'intérêt à long terme qui a été connu en France, vous avez 10 ans pour payer les dettes accomplies. Ouais. Si vous empruntez à 5%, ce qui est le cas actuel en euros, vous avez 20 ans pour payer. Si vous empruntez la même somme, vous allez en Afrique, zone francophone, vous payez 20%. Et je critique le Nigeria parce que j'apprends que le pays qui a fait une révolution bancaire qu'on n'a jamais rencontrée en Afrique prête à des taux d'intérêt à long terme de 20%. Ce pays n'avancera pas tant qu'ils garderont ce taux d'intérêt. Alors, on parle de taux d'intérêt, on parle d'économie, mais alors si on peut faire comparaison et paraison, on va faire une petite comparaison. Le pays, ce qu'on appelle anglo-saxon, en Afrique, marche mieux que le précaré français. Je me demande si ce n'est pas une illusion. Il faut toujours éviter les effets d'optique. Il faudrait voir la situation concrète de chacun des pays. Les Nigériens qu'on vient de citer, ce n'est pas les Ghana. Les Ghana, ce n'est pas la Sierra Leone. Ce n'est pas les Kenyans non plus, ni la Zambie, et encore moins les Zimbabwe.
puisque là, je ne sais pas si on peut encore parler d'espoir dans ces pays-là, alors qu'effectivement, au moment de la décolonisation, il n'a été acquise qu'à la fois par la résistance des populations africaines. Donc il n'y a presque plus d'espoir. Il faudrait recréer l'espoir. Non. Donc, deuxièmement, je pense que plutôt que de chercher à faire des comparaisons, il nous faudra peut-être inventer d'autres stratégies de développement pour que nous puissions utiliser à bon escient nos ressources et en faire des atouts. Parce qu'on ne peut pas, on n'arrive pas à comprendre comment un pays aussi doté que la République démocratique du Congo en soit là où il est actuellement. Alors, en conclusion, étant scientifique, en conclusion de scientifique, en conclusion, qu'est-ce que vous pourriez donner comme lumière, comme planimétrie, comme vision par rapport à la prochaine Afrique, pour que l'Afrique puisse s'en sortir et sortir de l'ornière? L'Afrique, jusqu'à présent, a eu confiance inouïe à ses dirigeants. Mais elle commence à être déçue et à penser à une autre alternative. Ce que les dirigeants ne comprennent pas en ce moment. Cette alternative se prépare parce que les gens sont de plus en plus diplômés, de plus en plus instruits. Et la classe politique actuelle, si elle n'écoute pas le peuple, risque d'être balayée avec le consentement du peuple. 30 secondes. 30 secondes. L'avenir de l'Afrique. Oui, vous nous avez présenté comme des scientifiques. Et pour moi, les scientifiques n'ont des raisons d'être que s'ils acceptent d'exercer leurs compétences scientifiques en tant qu'intellectuels, c'est-à-dire en plongeant l'exercice de leur responsabilité, la production intellectuelle, la production des sciences d'une manière endogène au cœur des sociétés africaines qui, rappelons-le, ont toujours fait preuve de beaucoup de vitalité, de beaucoup de créativité dans ce qu'on appelle l'économie informelle, c'est-à-dire la production des biens et services qui ont permis que l'Afrique ne sombre pas dans la famine, dans la misère, à cause des politiques des ajustements structurels. Oui, les scientifiques ont un rôle à jouer, mais ce n'est pas un rôle des mages, ce n'est pas un rôle d'expert qui a des réponses à tout. Merci. Voilà, 24 ans après, on est toujours dans la discussion sur le sommet de la Baule, sur la démocratie, sur la vraie Afrique, sur l'Afrique qui émerge, sur l'Afrique qui va nourrir l'Europe au regard de ces trois rapports que je viens de citer, Bockel, le rapport Védrine et le rapport, bien entendu, Attali. Alors, c'est aux Africains maintenant de se prendre en charge pour que l'Afrique puisse sortir de l'ornière. Merci à très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et à très bientôt. Merci.